Bonsoir à tous, et oui, c'est encore moi ce soir, pas Harold aujourd'hui, Sabine. Aujourd'hui, nous allons encore parler de cette histoire de grève, de quelles sont les conséquences économiques sur notre territoire. Hier, nous étions avec le MEDEF et des chefs d'entreprise qui vous ont expliqué les différents problèmes qu'ils ont rencontrés du coup cette semaine. Et là, pour cette deuxième soirée, nous sommes avec les institutions, on va dire, les responsables économiques de notre territoire, et nous allons pouvoir analyser un petit peu avec eux la situation et voir quelles sont les choses qui existent ou qui peuvent être mises en place pour vous aider, vous, entrepreneurs, au niveau de vos structures, parce qu'on sait que c'est difficile. Sur notre territoire, il y a eu beaucoup de crises successives. On n'en parle jamais, j'aime bien le rappeler, mais avant le Covid et tout, il y avait les gilets jaunes, donc c'était déjà difficile à ce moment-là, sachant qu'on avait déjà réussi à bien relancer notre économie, quoi. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Donc merci à vous de participer à notre émission. Ce soir, on va faire un petit tour de plateau. Alors nous sommes avec Madame Edith Évrieux-Samon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-présidente à la HCCI de Guadeloupe. Je suis membre élu du bureau. Alors, je suis la présidente de la commission des très petites entreprises, voilà. Et je suis la trésorière adjointe de la Chambre de commerce. D'accord, alors merci. Vous allez nous éclairer surtout pour les très petites entreprises, parce qu'il y en a beaucoup en Guadeloupe. Beaucoup de Guadeloupéens créent leur propre emploi, ont 1 ou 2 salariés. Donc, voir un petit peu votre regard par rapport à cette énième crise successive encore qui vient se rajouter sur ce qu'on connaît déjà. Monsieur Virasamy, bonsoir. Bonsoir Sabine. Alors bon, moi je vous présente plus, vous êtes le président du SNEG, et c'est vrai que régulièrement vous venez quand vous avez des choses qui sont mises en place, vous venez nous expliquer un petit peu. Donc pareil, je vous laisse quand même dire un mot. Oui, effectivement, je suis président du SNEG, Sauver notre entreprise guadeloupéenne. Je suis aussi couturier de profession et je suis vice-président, je suis membre associé à la CCI de Guadeloupe. D'accord. Et vous, très important, parce que je sais pas, vous allez nous dire comment ça se passe, parce que en ce moment c'est le carnaval. Les couturiers, des fois, on leur demande on leur ramène du tissu pour le mardi. Donc, comment ça se passe sur notre territoire s'il n'y a plus d'électricité? Est-ce que vous arrivez à tenir les commandes ou comment c'est par rapport à cette crise? Alors, avec nous, un nouvel intervenant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous êtes Jean-Marie Azic. Oui. D'accord. Alors, vous êtes boulanger-pâtissier. Je suis boulanger-pâtissier, membre élu à la Chambre de métier, trésorier adjoint, président du plus vieux syndicat des boulangers-pâtissiers, chocolatiers, glaciers de la Guadeloupe depuis 1945. Ah, super, très très beau parcours. Donc merci d'être venu sur notre plateau ce soir. Et moi, je voudrais vraiment avoir, d'ailleurs, je pense que même j'ai commencé avec vous. Alors tout à l'heure, monsieur Ramsamy va arriver. Ouais. Donc, mais avant, parce que c'est intéressant au niveau des boulangers, savoir comment ça se passe. Puisque moi, j'ai eu déjà des remontées de gens qui me disent, mais pareil pour les restaurateurs, Sabine, j'ai un problème puisque j'ai acheté de la nourriture, mais forcément, quand il n'y a pas d'électricité, je suis obligée de venir le matin pour essayer de faire à manger. Donc, comment ça se passe au niveau des boulangeries par rapport à cette grève? Je dirais, dès qu'il n'y a pas d'électricité, la boulangerie est out. C'est-à-dire, si par méga, il a déjà eu le temps, je dis par malheur même, de mouiller la farine. La seule chose qui peut essayer d'attendre, de faire appel peut-être au soleil pour voir si l'électricité arrive rapidement pour pouvoir se rattraper. Mais quand il garde l'électricité pendant 4 ou 5 heures de temps, il a tout perdu. Il a perdu sa journée, il a perdu sa production, il a perdu sa marge, il a perdu du chiffre d'affaires. C'est que je dirais, c'est vraiment, il se trouve en désastre, en inorganisation, je dirais, en mort, on peut dire une mort subite, carrément pour l'activité. Il a tout perdu. Il peut rien, il peut pas rattraper quoi que ce soit. Sans compter encore s'il a de la préparation la veille qu'il a mis au frais pour se rattraper durant la journée, il a tout perdu. Nuit, ouais. Je dirais c'est une journée, pas une journée morte, mais une journée carrément, c'est l'enterrement de l'entreprise, entre guillemets, qui s'annonce. Si ça a perdu, ça va in fine. Et malheureusement, c'est ça qu'on subit constamment. Je dirais, dans une si petite économie. Je ne parle même pas d'économie. Je dirais, on a une économie en deuil, une économie, je dirais, morbide, et que certaines personnes s'octroient le droit, je dirais, de vouloir crucifier le si peu qui reste dans l'artisanat, je dirais, Guadeloupe,
Je me demande si on ne réfléchit pas même à 2 fois. Est-ce que je me dis c'est pas voulu volontairement de vouloir sacrifier les petites entreprises en Guadeloupe. Alors c'est vrai qu'en plus au niveau des boulangeries, je reste un petit peu avec vous parce que c'est vrai qu'on fait rarement les boulangeries, même jamais d'ailleurs. J'ai pas encore eu le temps de traiter ce corps de métier, mais vous avez déjà les problèmes d'eau et vous avez un problème de taxes parce que ça c'est une émission qu'il faudra que je fasse un autre jour pour cette histoire de farine avec le 3 de mer. Mais vous avez le problème d'eau. Le problème d'eau, il y a le problème d'eau aussi, mais il y a un problème qui se passe dans l'eau. Généralement, quand on dit que l'eau est contaminée, on ne peut pas consommer l'eau. Je me pose la question, comment est-ce que c'est pas vraiment, je dirais, des missionnaires, est-ce que c'est pas vraiment, je dirais, des artisans boulangers pour rester dans le corps de la boulangerie, est-ce que c'est pas vraiment, je dirais, des personnes qui se disent, tiens, il faut que je fasse le maximum pour répondre, je dis déjà, aux consommateurs, pour garder le si peu que je peux avoir, et pour vouloir aussi, je dirais, dire, on est là, monsieur, on est là, on s'accroche malgré tout. De voir des artisans normalement récupérer de l'eau, chercher où je peux avoir de l'eau potable. C'est vrai. Je me demande dans quelle économie de guerre on est dedans. Dans quelle économie, je dirais, qu'on veut réellement que la Guadeloupe trouve une croissance, que la Guadeloupe puisse même se booster, mais prendre un cap de faire monter les voiles pour voir si on peut aller un jour de l'avant. Au lieu de faire tirer les voiles, au lieu d'aller dans le sens du vent, on est toujours à reculons. Un pas, 40 pas derrière. Est-ce que vous avez des remontées pour l'instant des autres boulangers sur le secteur? Comment vous vous êtes organisé? Je dirais que j'ai des remontées. Et malheureusement, il y a des collègues qui ont pu avoir des groupes électrogènes. Et c'est le moment où on n'a plus besoin que ça tombe en panne. Ouais. Et c'est le moment qu'on n'a plus besoin, on ne trouve pas facilement, je dirais, un dépanneur parce qu'il est en train de tourner par-ci, par-d'autres pour pouvoir dépanner d'autres personnes. Je dirais... Sachant que ce qu'il faut mettre dedans, il faut le payer aussi. Oui, il faut le payer. On en parlait hier avec un chef d'entreprise. Rien n'est donné. Et je dis aussi que on ne tient pas compte, je dirais, de cette perte, de ce manque à gagner pour l'entreprise artisanale en général, notamment pour les boulangers. C'est que par l'administration fiscale doit faire attention à ça aussi, parce que dès que ça arrive, il faut castrer. Ouais. C'est pas facile. Hein. Alors là, justement, j'en arrive avec vous à la première question. Est-ce que dans ce qu'on peut faire pour aider les gens, parce que c'est vrai qu'hier, on en a parlé, alors pour l'instant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les assurances, mais les assurances ne prennent pas en compte les grèves, ce qui est normal, puisque c'est pas une situation naturelle. Enfin, voilà. C'est pas un cas de force majeure, exactement. Donc, est-ce qu'on peut pas mettre en place, par exemple, au niveau des chambres consulaires, des aides ou bien des négociations, enfin des choses pour aider lorsqu'il y a des grèves comme ça, par exemple quand il y a des coupures pendant 4 heures et que vraiment ça impacte les entreprises. Est-ce qu'on peut mettre des dispositifs en place? Est-ce que vous, au niveau de la CCI par exemple, on sait que vous êtes en collaboration avec l'État, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez proposer qui peuvent être mises en place pour aider les entreprises quand il y a ce genre de crise? Vous savez, le rôle de la Chambre de commerce, c'est d'aider les entreprises, de les accompagner et de les conseiller. Quand ce sont on va dire, quand c'est un cas de force majeure, la première personne, puisque la Chambre de commerce, c'est la mère des entreprises. Nous en avons à peu près 39 000 inscrites à nos registres. C'est la première personne qui fait la démarche, le président Vial-Collet. On le voit très souvent, il fait la démarche vers l'État, vers le gouvernement, vers la préfecture, vers la région, pour savoir comment on va faire et qu'est-ce que nous allons mettre en place. Là, nous sommes conscients, je pense que les Guadeloupéens sont conscients, puisque nous ne sommes pas devant un cas de force majeure. Donc, notre rôle continuera à accompagner, à conseiller les entreprises, mais à les accompagner en leur disant comment il faut faire pour se retourner vers EDF. C'est le sujet qu'on a abordé. Parce que c'est là le vrai problème. Dans tout, on a besoin d'électricité. Maintenant, il y a des voitures électriques. Dans la maison, on a besoin de l'électricité. Tout le monde est impacté. C'est la population, c'est la Guadeloupe qui est impactée par cette grève. On ne peut pas dire qu'il y a un qui est mieux loti que l'autre. Vous avez le cas des petites entreprises qui sont dans les zones rurales. Une petite entreprise à peu près de 100 mètres carrés qui a des congélateurs, qui a des vitrines pour les yaourts, des vitrines pour les fruits et légumes.
Eh bien, quand il y a des coupures intempestives comme ça, les vitrines tombent en panne. Les vitrines tombent en panne. Maintenant, on a l'hygiène et la sécurité qui passent faire les contrôles avec leur thermomètre pour regarder si la température varie entre les différents produits. Quand ils envoient l'électricité, on a des appareils qui tombent en panne. Oui. Quand les appareils tombent en panne, il fait quoi, ce chef d'entreprise? Il est voué à lui-même. Il jette le produit, donc il perd le produit. Quelquefois, les machines tombent en panne. Oui. Quelquefois, lui, il perd du chiffre d'affaires parce qu'il n'a pas le produit. On dira que les fruits et légumes, les produits congelés, les produits frais représentent à peu près 60% de son chiffre d'affaires. Il faut qu'il les jette. Il a les salariés, il fait quoi? Donc, quelquefois, il va s'endetter pour acheter un groupe électrogène. Les groupes électrogènes qu'on vend pour les entreprises ne sont pas des groupes électrogènes domestiques. Donc, ce sont des groupes de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 kVA. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'endetter sur une économie qui est déjà une économie de résistance. Qui est déjà fragile. Qui est déjà très fragile. Le haut du bilan des petites entreprises en Guadeloupe est déséquilibré depuis des lustres. Là, nous sommes dans une économie de résistance, puisque le Guadeloupéen, le chef d'entreprise, nous sommes résilients. Nous sommes toujours dans une résilience. Ah ouais, ça qui est allé, ça qui est allé, ça qui est allé. Mais quand on sent qu'une grève perdure, la quantité, moi, je dis qu'il faut que les deux parties se mettent sur une table et communiquent et dialoguent, parce qu'il faut qu'ils prennent en compte cette souffrance silencieuse que vivent les très petites entreprises. Donc maintenant, à la Chambre de commerce, oui, nous sommes là pour accompagner, oui, nous sommes là pour conseiller, mais oui, nous sommes là pour dire aux chefs d'entreprise, n'oubliez pas de prendre l'heure de la coupure, tout, et puis retournez-vous vers EDF. Oui, bah ça, on va le rappeler tout à l'heure, parce que c'est vrai que hier, c'est un sujet qu'on a abordé. Moi, cette semaine, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont perdu du matériel dans les boîtes de nuit et dans les bars. Il y a les onduleurs, les jeunes qui ont des sites, qui font des sites internet, allez-y. C'est toutes les entreprises qui sont impactées. Simplement, bon, c'est vrai qu'il y a des très petites entreprises qui représentent à peu près 95% du socle économique de la Guadeloupe. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des grands groupes qui sont organisés. Les très petites entreprises ne sont pas organisées. Et surtout, des fois, les grands groupes ont des obligations, comme les centres commerciaux, ils ont l'obligation d'avoir mais un on me dira aussi que la petite entreprise, oui, mais la petite entreprise n'a pas souvent les moyens. Donc, qui c'est qui est prise en otage encore dans cette grève qui perdure depuis décembre? Je comprendrais si c'était entre deux privés. Mais qui c'est qui paye les dégâts? C'est bien les TPE qui payent les dégâts. Et après, on sera étonné, on sera surpris de savoir que des entreprises ont déposé le bilan. C'est ça. Mais quand on arrive, puisque le Guadeloupéen, il n'a pas envie de déposer le bilan parce que c'est quelqu'un qui est soucieux, on a quand même notre fierté quand on a une entreprise. On n'a pas envie de la perdre. Mais simplement, on est obligé quelquefois d'aller vers le dépôt de bilan. Et je pense que dans très peu de temps, si il n'y a pas une solution de trouver entre EDF et les salariés, entre tout ce que les entreprises perdent, et il faut payer le salarié, le chiffre d'affaires n'est pas le même, donc on ne peut pas faire plus avec moins. Hier, il y avait une jeune chef d'entreprise qui me dit que la semaine dernière, elle était obligée de mettre ses 2 salariés au chômage technique, par exemple. J'allais y arriver. Alors donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, il faut qu'on se pose vraiment la bonne question. De quelle Guadeloupe voulons-nous? Où nous voulons aller avec ce pays-là? Nous avons pléthore de problèmes que nous devons gérer tous les jours. On a parlé du problème de l'eau. Aujourd'hui, c'est de l'électricité. Nous avons des problèmes de cotisation sociale. Nous avons des problèmes de sargasses. Nous avons des problèmes d'évasion financière. Parce qu'on ne le dit pas si souvent, mais il y a de l'argent qui quitte le pays pour aller vers d'autres diasporas. Et ça amoindrit la circulation d'argent frais sur le territoire. Ça nous pose un problème. Donc, de quelle
économie voulons-nous? Il y a eu la guerre en Ukraine qui a multiplié par 3, 4 les conteneurs. D'accord? Le travail dissimulé. Donc, il y a pléthore de problèmes. Alors, quand je vois que je ne suis pas là, alors moi, en tant que président d'association, ni même couturier, je ne suis pas là pour dire que ce sont les syndicalistes qui ont tort ou la direction qui aurait tort. Je ne rentre pas dans ce débat-là. La simple chose que je dis, c'est que nous en avons marre des coupures de courant. Et je voudrais attirer l'attention sur un certain nombre de choses. Edith et puis mon voisin d'à côté, M. Azik, a parlé de groupes électrogènes. Mais c'est extrêmement dangereux. Parce que des gens vont acheter, vous avez des gens qui savent manipuler un groupe électrogène, mais il y a des gens qui vont acheter des groupes électrogènes pour avoir de l'électricité et qui ne connaissent rien à la technicité du groupe. Il y en a qui vont le mettre en appartement. Quand vous avez un magasin, ils vont le mettre au rez-de-chaussée, sur le trottoir. Mais ce groupe électrogène va dégager du gaz carbonique. Ça va faire du bruit. Et vous allez stocker de l'essence. Donc vous risquez un incendie. Vous risquez plein de problèmes. Tout ça parce que l'électricité a été coupée. Et vous avez des maisons qui sont connectées. Même si quelque part il y a une batterie qui est... Mais si le temps de coupure est trop long, la batterie a le temps de se décharger. Ce qui veut dire que si vous partez pour 1 ou 2 jours et que l'électricité a été coupée pendant très longtemps, on risque de visiter votre maison parce qu'ils savent que la maison n'est pas alimentée en sécurité. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qu'il va falloir mettre à bras-le-corps, que vous prendrez à bras-le-corps. Et ce serait intéressant que les deux parties, je le dis, et tous les syndicalistes et autres, pour qui j'ai le plus grand respect, parce que, attention, je voudrais pas, je l'ai dit sur un média, je voudrais pas qu'on m'enferme non plus dans le nègre contre nègre. On connaît très bien la manipulation. Mais je dis que ce serait intéressant pour que les syndicalistes, ceux qui organisent les manifestations ou les grèves, ceci étant dit, ils ont le droit de le faire, attention, c'est le droit de grève, et aussi quand ils posent une revendication, un préavis de grève, c'est pour permettre à la partie concernée d'analyser ce qui est demandé. Mais ce serait intéressant, et je pense que les deux invités qui sont sur le plateau vont partager mon point de vue, mais ce serait intéressant que ces deux parties-là connaissent comment fonctionne une entreprise. Et quand ils comprendront comment fonctionne une entreprise, ils verront que même 1 heure de courant que nous n'avons pas, c'est un chiffre d'affaires qui est perdu. Et quand le chiffre d'affaires est perdu, à ce moment-là, on ne peut plus payer les cotisations sociales. Et donc, on a des problèmes. Et, comme disait M. Azik, vous avez, même Edith l'a dit, il y a un problème d'employés. Parce que moi, quand j'ouvre mon entreprise le matin et qu'il y a une coupure de courant, mais l'employé, je suis obligé de le libérer. Et pour autant, je suis obligé de payer l'encours, payer son salaire de la journée, payer l'électricité, payer l'électricité coupée que je paye. Donc, je dis, attention, aujourd'hui, il faut que tout le monde puisse comprendre que nous sommes maintenant à flux tendu. Les Guadeloupéens ne parlent pas beaucoup, et je laisse la parole à Edith. Et donc, c'est pas parce que le chef d'entreprise ne se manifeste pas que ça veut dire qu'il est dans le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'il devient amoureux de son geôlier, de la personne qui le torture. Et donc, c'est pas parce qu'on ne parle pas que ça veut dire qu'on est compatissant. Nous, on en a marre, on a juste besoin d'une seule chose, c'est de pouvoir travailler en paix dans ce pays-là. Et j'en termine. Parce que moi, dans mon domaine, la couture, j'ai eu des problèmes, puisque j'étais dans les livraisons de vêtements des enfants, et j'ai eu plein de coupures de courant. J'étais obligé de surveiller le soir le retour de l'électricité pour courir très vite à les coudre. Parce que le problème, c'est que si vous n'arrivez pas à livrer le vêtement, la personne ne dira pas que oui, je peux comprendre Virasamy parce qu'il a eu un problème de courant. Ils vont dire mais c'est pas sérieux. Voilà. Oui, pour aller dans le sens de mes deux voisins, puisqu'il n'y a pas la parité sur le plateau. Je dirais qu'il faut d'une conscientisation pour que les deux parties puissent se dire, en fait, on a besoin d'électricité dans tout. Le public, la population a besoin d'électricité, les entreprises, quelle que soit l'entreprise, les industries, les restaurants, les types, quelle que soit l'entreprise, on a besoin d'électricité. Maintenant, il faut quand même qu'ils aient en conscience les dégâts collatéraux
que ça va créer et que ça a commencé à créer. Quand le chef d'entreprise, par exemple, il va jeter ses fruits et légumes, parce que les fruits et légumes se sont abîmés, mais il faut payer le fournisseur. Oui, mais Le c'est ça. fournisseur, il ne veut rien entendre. Quand il va jeter ses produits congelés, il faut payer le fournisseur. Et il prend où l'argent? Bon, Oui, puis s'il les a pas vendus, c'est de la perte sèche. Hein. oui, parce qu'il faut savoir que peut-être ceux qui font la grève, moi je n'ai rien contre, puisque le droit de grève existe. Mais il faut quand même avoir la conscience de dire que nous avons nos frères et nos sœurs qui font l'économie du pays, qui travaillent dans des entreprises. Si nous, nous faisons la grève comme ça, peut-être, je ne dis pas que ce sera le cas, peut-être que nous allons toucher nos jours de grève. Mais et ces entreprises-là, elles vont toucher quoi? Alors, Les salariés de ces entreprises-là vont toucher quoi? ouais, là, on m'a déjà Donc, commencé à me donc faire remonter il ne faudrait qu'il y a pas des gens au quand même chômage qu'il technique. y ait un déséquilibre. Et c'est pour cette raison que je dis, il faut que les chefs d'entreprise qui sont impactés aillent voir EDF pour qu'EDF puisse leur dire, c'est de notre fait, c'est de notre faute, on va prendre en charge. C'est ça. On peut accompagner les chefs d'entreprise qui ont été impactés à emmener leurs factures, etc. Mais dire qu'on pourra peut-être secouer le cocotier, appeler le gouvernement et tout ça, non. On ne peut pas. Comme je l'ai dit en préambule, ce n'est pas un cas de force Ah majeure. oui. Ce Oui, n'est c'est pas ça. un cas de force majeure. Alors, dans le deuxième sujet aussi, des questions qui remontent pas mal, est-ce qu'au lieu d'acheter des groupes, nous sommes sur un territoire très ensoleillé, est-ce qu'il y a un système d'aide pour aider les chefs d'entreprise à poser tout simplement des panneaux solaires? On sait que la région, en ce moment, est en train de travailler dessus. Pour le salon de l'habitat, ils avaient un super stand où ils ont mis justement des choses en place avec EDF, mais pour les particuliers, est-ce qu'au niveau des entreprises, vous savez si c'est quelque chose qui peut être négocié ou qui peut être fait? C'est-à-dire, à partir d'un point négatif, transformons C'est ça. ce point négatif en positif. Peut-être que c'est le moment Changer. de changer de paradigme. C'est le moment d'inciter les chefs d'entreprise à se mettre au solaire. Comme Parce ça, en que plus, ils seront plus je vois par autonomes. exemple, lors de cette pandémie, il y a quelque chose qui est venu à la mode, c'est le travail à distance, c'est le QR au code. Maintenant, la grève, elle est là, on sait qu'elle est là, on sait le nombre de dégâts qu'elle occasionne dans le pays, mais maintenant, ça ne peut pas quand même nous impacter pour que nous ne puissions pas réfléchir. Comment faire en cas de grève? Parce que bon, ça se produit là aujourd'hui, ça peut se produire après. Donc, c'est vrai qu'à la Chambre, nous avons un service ce service travaille sur l'environnement, sur le développement durable, et ils ont commencé à travailler avec les gîtes, et nous sommes en train de labelliser des gîtes qui vont se mettre progressivement à l'énergie renouvelable. Alors, monsieur Ramsamy, bonsoir. Alors, vous êtes directeur des services maintenant, au niveau de la Chambre. Tout à fait. Donc, félicitations. C'est vrai qu'on ne vous avait pas encore vu depuis. Alors, je vous laisse déjà présenter pour nous expliquer ce que c'est. Et après, je vais vous poser la question de savoir si au niveau de la Chambre, vous avez commencé à mettre soit des aides en place, ou soit il y a des choses qui ont été mises en place pour les artisans par rapport à cette grève, s'il vous plaît. En fait, la Chambre de métier, et M. Azik lui l'a dit, la Chambre de métier est un opérateur constant d'accompagnement des entreprises à tous les stades de leur vie, de la création à la transmission, et même lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Donc c'est vrai que beaucoup d'artisans ont le réflexe de venir à la Chambre lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Ça a été le cas pendant le Covid, pendant les différentes grèves. Et là, donc, elles étaient impactées par ce mouvement de grève à EDF. Et c'est vrai que nous avons eu un certain nombre de remontées d'entreprises qui nous ont indiqué les difficultés qu'elles rencontrent, les organisations professionnelles notamment aussi, puisqu'il y a l'essence même de l'entreprise, c'est la production. Aujourd'hui, on produit avec de l'énergie. Ceux qui produisent l'énergie, c'est EDF. Nos coiffeurs, M. Virasamy le disait, nos boulangers, nos bouchers ont tous besoin d'électricité pour produire. Et quand le courant ne se fit plus, effectivement, l'entreprise est à l'arrêt. Et donc, nous avons fait remonter un certain nombre de difficultés des entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'aide directe dans le cadre de cette grève, puisque ni les assurances ne jouent pas. Il s'agit d'un mouvement qui doit trouver une résolution à l'échelle des entreprises, nous disent nos interlocuteurs. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est effectivement
recenser les besoins des artisans, les accompagner lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Mais au-delà, la grève EDF, mon élu l'a dit, nous ne portons pas de jugement de valeur sur cette grève. C'est une revendication entre salariés et un employeur. Nous avons invité le président de la Chambre de métier, Simon Vainqueur, le bureau de la Chambre de métier a invité les partis à prendre leurs responsabilités et à trouver une solution durable à ce mouvement, puisque nos entreprises encaissent, et c'est ce qu'ont dit nos élus, jour après jour, des chocs. On a eu la crise Covid, on a eu la crise économique qui s'en est suivie, on a eu Fiona, on a eu les inondations, on a le manque d'eau, on a maintenant ce mouvement de grève, on a aussi l'inflation, puisque ça, c'est une vraie problématique des entreprises. Les prix sont en train de monter en ce moment, les prix de l'énergie, du carburant, de l'électricité, et tous ces petits problèmes mis bout à bout constituent un millefeuille qui devient de plus en plus indigeste pour les entreprises artisanales. D'accord, donc on va lancer la publicité et on revient juste après pour poursuivre cette émission. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Oui, c'est toujours pas Harold, c'est Sabine. Dès qu'il y a une crise, on voit ma tête. Ben ça, vous commencez à être habitués. Donc ce soir, on parle de la grève EDF et quelles sont les conséquences sur notre économie guadeloupéenne qui a déjà subi beaucoup de crises. Là, ça commence à faire beaucoup de crises successives et on le disait pendant la pause, on en a parlé hier, les sargasses arrivent, donc ça va être encore un problème supplémentaire qui va être rajouté dessus. Donc ce soir, nous sommes avec déjà les chambres consulaires. Donc merci à vous d'être venus ce soir et avec le SNEG de Guadeloupe pour sauver nos entreprises guadeloupéennes. Est-ce qu'au niveau des structures, c'était la question que je posais avant la publicité, donc savoir ce qui a été mis en place comme accompagnement. Donc tous les deux, vous m'avez dit effectivement, ça on le sait, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Donc au niveau des assurances, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Au niveau des aides, c'est compliqué, ça ne peut pas fonctionner. Du coup, j'ai une question. Est-ce qu'au niveau... Ça, je verrai. Moi, je vais appeler Monsieur de Gaillande pour voir si on peut après avoir peut-être des informations au niveau de la DIECT. Mais est-ce que, selon vous, on peut avoir quelque chose de débloqué, une aide pour les entreprises qui ont perdu du matériel de ce côté sur notre territoire? Franchement, je ne vois pas comment avoir une aide par rapport à une grève. C'est ça. Comme je l'ai dit, bon, c'est pas un cas de force majeure, donc je pense que bon, l'État ne va pas s'empresser. Peut-être qu'il faudrait qu'à EDF qu'il mette un service minimum, comme on disait tout à l'heure, donner un autre traitement aux Guadeloupéens d'une manière générale et aux chefs d'entreprise. Parce que la question que je me suis posée, cette grève aurait été en métropole, dans l'Hexagone, est-ce qu'elle aurait perduré autant? Donc, pourquoi on n'essaie pas de mettre un service minimum pour les chefs d'entreprise, puisqu'ils savent pertinemment tout ce que nous avons vécu comme crise auparavant. Et comme vous venez de le dire, nous avons une arrivée massive des sargasses qui mettra encore les appareils en panne. Donc, comment faire pour sortir de ce labyrinthe? Voilà la question. Comment faire pour sortir de ce labyrinthe? Et c'est pour cette raison que je dis qu'il faut d'une conscientisation des deux côtés pour se mettre d'accord et pour arrêter de faire les chefs d'entreprise être les dindons de la farce. Allez-y. Alors, concernant les aides, je pense qu'il y a une aide indirecte qu'on peut parler. C'est-à-dire qu'à la région, je ne suis pas le porte-parole de la région, mais je le sais, et vous le savez tout comme moi, sur le plateau, la région a mis en place des dispositifs ARDA et ARIS, et notamment pour le petit matériel. Donc, l'indépendant, le chef d'entreprise indépendant, ou même en SAS ou autre, qui aurait une défectuosité sur une machine et qui n'aurait pas forcément la capacité financière d'acheter ce matériel, probablement, alors je suis prudent, probablement que cette personne-là pourrait faire une demande à la région, mais faudrait-il au moins que cette demande-là soit accélérée pour que le chef d'entreprise ne perde pas trop de temps, parce que lui,
si ça prend trop de temps, il déposera le bilan parce que déjà, il aura des problèmes de chiffre d'affaires. Il n'a pas l'argent pour acheter le matériel. Le matériel, même s'il passe par la région, ça prend du temps parfois. Donc, il faudrait à ce moment-là que les services régionaux fassent une plateforme spéciale pour les entrepreneurs qui font la demande d'accompagnement financier, soit la RODA ou bien la RIS, et à ce moment-là, pour accélérer le dossier. Donc, c'est juste une idée comme ça que je donne. Alors, ceci étant dit, quand on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de savoir qu'est-ce qui pourrait en ressortir de bon aussi, parce qu'il n'y a pas que des points négatifs. J'ai eu l'occasion de dire, d'ailleurs, le président Charlie, je l'ai rencontré tout à l'heure, il me disait oui, qu'ils sont en train de réfléchir là-dessus. Je lui dis, vous avez des gens qui ont besoin de leur appareil respiratoire est électrique. Parce que moi qui suis ancien ambulancier, il y a des personnes qui dialysent et qui ont des appareils de dialyse à domicile et qui ont besoin d'électricité. Et que si le sang n'est pas nettoyé, ces personnes-là sont contaminées et meurent. Donc je lui ai dit, pourquoi ne pas faire un diagnostic, une évaluation des malades qui sont à domicile et qui ont besoin d'électricité pour les appareils et mettre en place un dispositif où ces personnes-là auraient une mini-centrale photovoltaïque qui alimenterait spécialement cet outil-là dans le cas où il n'y aurait peut-être pas forcément la grève, mais s'il y avait une perturbation climatique ou autre, mais ces personnes-là seront protégées avec du courant en permanence. Donc, il m'a dit que oui, qu'ils sont en train de réfléchir là-dessus. Donc, j'espère que ça fera son chemin et c'est une très bonne chose. Au niveau, je posais la question tout à l'heure de savoir pour les entreprises, est-ce qu'il ne faut pas aller vers l'installation, par exemple, aider au niveau des chambres, aider les professionnels à installer des panneaux solaires, un petit peu comme ça a été fait chez les particuliers. Est-ce qu'au niveau de la chambre, c'est quelque chose qui est demandé? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place ou quelque chose à laquelle vous réfléchissez pour les artisans? Tout à fait. Mais en préambule, ce que je voudrais dire, c'est que il y a des dysfonctionnements. Et face à ces dysfonctionnements, on appelle, généralement, les entreprises doivent mettre en place des mesures alternatives. Donc, il y a le problème de l'eau, les entreprises mettent des citernes. Maintenant, il y a le problème électrique, on cherche une solution. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des investissements qui ont des surcoûts pour les entreprises. Et qui ne sont pas entièrement subventionnables. Donc, quoi qu'il en soit, on pallie à un fonctionnement de droit commun, un fonctionnement classique, et on reporte à nouveau la responsabilité sur le chef d'entreprise. Mais alors, donc ça, c'est une difficulté à laquelle il faut répondre. Ensuite, c'est vrai que, notamment sur la transition écologique, c'est une prérogative, c'est une nouvelle dimension. C'est dans le cadre du plan de relance, il y a un plan qui vise à assurer la transition écologique dans les entreprises. Et dans ce cadre-là, puisque nous déployons ce plan localement, puisque nos têtes de réseau ont signé avec l'État un contrat d'objectifs et de performance sur lesquels porte la transition écologique comme la transition digitale et la transition numérique. Et sur la transition écologique, effectivement, la Chambre de métier accompagne les entreprises à se tourner vers des productions plus économes en énergie, vers des productions plus vertes, vers une énergie plus propre. Et effectivement, nous mettons en place, nous accompagnons les entreprises par la réalisation de diagnostics, par la préconisation d'un plan d'action et par la mobilisation d'aides qui pourraient les aider sur le plan de leur transition écologique. Ça n'en reste pas moins que ça reste un coût certain pour l'entreprise. Et aujourd'hui, on ne peut pas équiper non plus toutes les entreprises en stations photovoltaïques ou en énergie alternative, puisque ça, une installation comme celle-là, c'est pas moins de 18-20 000 euros pour une entreprise. 15-20 000 pour une entreprise qui est beaucoup, on l'oublie aussi. Trop souvent, 2/3 de nos entreprises, en tout cas dans le secteur artisanal, relèvent du régime micro-social, micro-fiscal, micro-entrepreneur. Donc ce sont des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires relativement faible, et le président du SNEC peut en témoigner. Et rajouter encore sur... Nous préférons voir les entreprises investir puisque l'eau, l'électricité, c'est un bien commun, c'est un droit commun. Et nous sommes dans une démocratie avec un État républicain, et il importe de fournir ce type de besoins, de biens primaires aux chefs d'entreprise. Nous préférons dire que les entreprises investissent sur des investissements qui vont leur permettre de gagner en productivité, de gagner en part de marché, de gagner en nouveaux produits. Et donc, voilà où nous sommes.
Je voulais juste rajouter à ce qu'a dit M. Ramsamy, c'est que dans le secteur de la couture, les collègues avec qui j'ai l'habitude de partager un certain nombre d'informations, il est noté que au moins 80% du matériel utilisé est pratiquement obsolète. Oui, ce sont des machines qui sont très âgées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne fonctionnent pas. Mais aujourd'hui, vous avez, par exemple, en couture, vous avez des machines qui vous font des points et qui s'arrêtent et qui coupent le fil. Oui, ça n'a l'air de rien, mais c'est un gain. La région dans la boulangerie, il y a certainement du matériel qui est performant aujourd'hui. Il y a que du matériel performant en matière de boulangerie, mais je dirais malheureusement, la plupart des petites entreprises ne disposent pas suffisamment, je dirais, de trésorerie pour pouvoir investir. Et ça, c'est vrai que Exactement. c'est pour ça que la région avait lancé les fameuses aides pour que les gens puissent aider. Tous ces aides. Ouais. Mais pour moi, pour réellement prendre l'artisanat à bas de corps, parce qu'on a plus de 95-90%, je dirais, qui composent l'économie guadeloupéenne, notamment au sein de la Chambre des métiers, je trouve que, je ne dirais pas de faire des grandes messes, qu'on a besoin de faire des grandes messes. Il faut aller carrément au charbon, aller carrément au combat avec les artisans pour voir comment pour relancer cette économie à tous les niveaux. Je vois par exemple, lorsqu'on veut, par exemple, si on reste au sein de la boulangerie, on veut faire développer le tourisme en Guadeloupe, qu'on n'est pas assez impliqué dans cette affaire-là. On est comme si on était un monde à part, on fonctionne à part. Or, que l'économie, c'est pas ça. L'économie, c'est tout un ensemble. Ah oui, quand il y a du tourisme en Guadeloupe, ça fait manger plusieurs entreprises. On l'a vu pendant le Covid. Voilà. Là, tout le monde a coulé quand il n'y avait plus de touristes. Voilà, il faut, je dirais, mettre un élément d'élan économique réel et je dirais quelque chose de compétent, quelque chose de très sérieux sur le plan économique. Pourquoi pas revenir au plan s'il le faut. Donc, il faut y aller loin, il faut aller au charbon. Il ne faut pas faire du yaka-yaka. Non, ce n'est pas ça l'économie. Ce n'est pas un terrain de jeu. C'est du sérieux. On avance dans l'économie. Mais ce que je vais dire à monsieur, vous êtes membre élu de la Chambre des métiers. Comme toujours. Donc aussi, c'est à vous de mettre en place. Parce que quand vous dites faut pas penser au yaka et au faucon, vous vous adressez à qui? Parce que vous êtes Chambre des métiers, vous détenez l'économie. Moi, je suis Chambre de commerce aussi. Donc, on prend des décisions, on fait des forums, on fait des réunions. Et pour vous dire que nous sommes en discussion avec la Chambre des métiers, ou alors nous étions en discussion avec la Chambre des métiers pour que nous puissions travailler ensemble. Ah, ça, c'est important. Les autres territoires le font. Donc, voilà déjà une première démarche intéressante, intelligente de notre part Chambre de commerce. On fait déjà la démarche à ce que nous soyons ensemble sur quelques actions. Et donc, maintenant, c'est une démarche qui a été entamée. Et là, elle va continuer. Et là, tout le monde pourra être au courant de l'économie, etc. Ce n'est pas une démarche, je dirais, qui part de la Chambre de commerce. C'est une démarche, je dirais, nationale demandant que l'ensemble des institutions de se trouver des synthèses pour voir en commun ce qu'ils peuvent en commun. Et je dirais aussi, pour compléter la pensée, que c'est pas, et je dirais que la Chambre de métier n'y va pas. La Chambre de métier est plein dedans, à fond dedans. Parce qu'il y a des gens, je vois des artisans boulangers et également je suis inscrit à la Chambre de commerce. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne travaille pas ensemble. On a toujours travaillé en équipe. Donc, il faut s'impliquer davantage. C'est tout. Mais justement, la démarche, elle est autre. Elle est autre. Justement, le fait, si vous travaillez ensemble, par exemple, sur l'électricité, est-ce que ça ne va pas faire baisser, admettons, je prends l'exemple des panneaux solaires sur les maisons. La région a lancé un système d'aide pour les particuliers. Ça fait des années. Mais d'ailleurs, moi-même, je suis au chauffe-eau solaire chez moi. Donc, est-ce que ça va pas faire baisser les coûts, par exemple, pour que les gens puissent installer des panneaux solaires? Je ne dis pas que tout le monde pourra. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que c'est un coût. Mais après, si les gens, en plus, si vous vous mettez ensemble pour se retourner contre EDF sur cette grève-là, est-ce que ça peut pas... accélérer, donc soit l'installation des panneaux solaires ou bien soit accélérer la transition écologique sur notre territoire au niveau des infrastructures, ça peut être intéressant, non? Oui, on peut se mettre à nouveau ensemble sur ces gros points, l'eau, sur ces gros l'électricité. points. On peut peut-être définir quels sont les points qu'on peut
tomber d'accord Le recyclage, très important. et se mettre ensemble pour travailler sur ces points-là. Bon, nous ne voyons pas à la Chambre de commerce, on ne voit pas d'inconvénient à travailler ensemble sur quelques projets, mais qui restent aussi des projets politiques. Nous, on fait la politique économique. Oui, c'est ça. Vous savez, en général, quand un marin ne veut pas prendre la mer, il dit qu'aucun vent n'est favorable. Le gouvernement a les cartes en main. À certains moments, pour certaines choses, il faut mettre en place des crédits d'impôt. Vous pouvez utiliser l'argent pour certaines choses. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. Nous sommes dans un pays où vous avez une énergie qui est gratuite 365 jours sur 365, qui est le soleil. Pourquoi ne pas trouver un dispositif quelconque, je ne sais pas comment on l'appellerait, pour que le chef d'entreprise, au lieu de payer des impôts à hauteur de je ne sais pas trop quoi, il y aurait eu un basculement financier à quelqu'un, un machin, et comme ça, la personne, sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'en sais rien, parce que je ne suis pas comptable dans cette question-là, pourrait payer son électricité solaire, enfin ses panneaux photovoltaïques. Donc, je pense que s'il faut faire quelque chose, je pense que ce gouvernement-là a les moyens, ils ont l'ingénierie, ils ont la capacité de proposer des choses. Maintenant, je redis qu'il y a une volonté de faire et de ne pas faire. Et surtout, alors je précise, après vous pourrez prendre la parole, qu'il y a des fonds pour ça. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, tous les pays payent une taxe et il y a un fonds international pour la transition écologique. Donc si on doit faire passer les entreprises, est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher cet argent? Je vais appeler le gouvernement pour faire une émission avec le... Non, mais je vais refaire l'émission sur les fonds. Il y a aussi, je dirais... Oui, on va les... Il ne faut pas se voiler la face aussi. Il y a des lobbies en Guadeloupe. Défendre l'électricité renouvelable, ça ne les arrange pas. Absolument. C'est ça, il faut dire. Il faut aller au fond. Je dis il faut aller au charbon. Lorsque je dis il faut pas de mon matière d'économie, je dis Yaka Foko. Il y a des personnes en Guadeloupe. Installer en Guadeloupe, je dirais, de l'économie, je dis, renouvelable, ça ne les arrange pas parce qu'ils sont perdants sur le marché. On voit l'histoire, je dis, d'installer, je dirais, l'énergie au niveau de Bouillante, là, comment c'est freiné, comment c'est attaché, comment c'est étranglé. C'est-à-dire, je dis, mais qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on va laisser demain pour ceux qui vont venir en Guadeloupe? Je dirais, on doit penser la Guadeloupe de demain, ne pas penser la Guadeloupe d'aujourd'hui. Il y a trop de personnes en Guadeloupe qui refusent de faire le pas nécessaire pour avancer dans cette économie-là. Il faut prendre les choses à bas de corps. Je ne suis pas de ceux qui disent il faut aller dans le sens de la poêle de la bête. Non. S'il faut bosser, on bosse. S'il faut couper, il faut couper. Il faut un jour que les Guadeloupéens, nos élus, à tous les niveaux, je dis que nous sommes des chambres consulaires aussi, qu'on prenne les responsabilités, qu'on fonce ce qui se passe au passage. Il faut y aller, les gars. Il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas nous dire demain, il faut faire mieux. On est en train de subir une grève de EDF et un pays là. On ne devait pas subir ce grève-là, ça. Que ce soit une chose interne au sein de la structure, mais ni les consommateurs, ni les entreprises, ni l'économie devaient subir cette situation-là. Moi, je dis que c'est une situation voulue, organisée en Guadeloupe. Le jour où on prendra les responsabilités nécessaires, ça ne va pas se produire en Guadeloupe. Il y a trop de yakafok en Guadeloupe en matière économique. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut le dire. C'est pas en tirant la serviette, caresser dans la poêle de la bête qu'on va avancer dans cette économie-là. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est le niveau politique. Alors, est-ce que ça à tous les niveaux, pas seulement politique, à tous les niveaux, il y a un blocage. Est-ce que ça rentre pas dans... Vous savez que la région, ils ont mis en place le fameux forum, là, le site internet, et il y a ce dont vous parlez, l'énergie, il y a dans les... Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller profiter, pendant que la région est en train de faire remonter les informations pour la réunion interministérielle, faire remonter ce genre de sujet? Je vais compléter ma pensée. Je me rappelle, j'étais à la région sur une situation d'économie renouvelable. Lorsqu'on voit qu'on voulait faire entrer du bois, etc., en Guadeloupe, qu'on a du solaire, on a la mer, on a le vent, etc. Quand je vois que ces messieurs défendaient que l'entrée du bois en Guadeloupe, on pouvait même utiliser de la câble fibeuse pour les terres polluées qu'on a sur la terre avec la chlordécone, je dis mais qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe? Il y a une volonté, je l'avoue, pour bloquer la situation économique en Guadeloupe. C'est tout. Je ne sais pas qui est-ce qui a intérêt dans ça, mais en tout cas, ce n'est pas le Guadeloupéen Nanda, ce n'est pas les petits artisans qui ont intérêt dans cette situation. Le combat est beaucoup plus haut placé que ça, et il faut y aller. Un tôt ou tard, je dirais, il y a des gens qui vont rendre compte de cette situation économique voulue en Guadeloupe. Et on n'oublie pas qu'en ce moment, l'Europe est en train de faire des démarches pour porter plainte contre la Guadeloupe, justement. Donc, est-ce que ça ne va pas rentrer dans toute cette histoire pour savoir où est passé l'argent de l'eau? Ce que l'Europe constate, il y a des volontés qui ne sont pas faites. C'est voulu. Il y a des choses qui ne sont pas faites, allez-y. Alors, il y a un point qui me paraît incontournable.
je prends par exemple le cas de la chambre de métier, où vous avez des chefs d'entreprise qui sont en production. La chambre de métier, c'est la chambre consulaire qui est la plus capable aujourd'hui de créer des emplois directement, puisque c'est de la production. Maintenant, je le dis à brûle pour point, cher ami Willy, il faudra faire un diagnostic des entreprises de Guadeloupe, des entreprises artisanales, pour que nous puissions dire qu'est-ce que nous pesons secteur par secteur. Parce que quand on ne sait pas, il y a des boulangers, mais on ne sait pas qu'est-ce que produit les boulangers en matière financière par année. Il y a des couturiers, on ne sait pas qu'est-ce que ça représente comme volume financier. On a d'autres. Ce serait intéressant que la Chambre de métier, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de discuter récemment avec le président Vainqueur sur ce sujet, ce serait intéressant que nous puissions faire un bilan, secteur par secteur, de ce que représente notre activité artisanale. Je dis bien artisanale, puisque nous sommes en production. Et là, les services de l'État, les élus de notre pays sauront à ce moment-là que la production pèse tant et que si ils font pas le nécessaire, ça va pas le faire. Mais surtout que les mairies ont besoin de l'argent, puisque ce sont les entreprises qui financent l'argent des mairies. Monsieur Vivassam, il a totalement raison. Et d'ailleurs, nous étions en réunion ce matin avec le président Vainqueur, et c'est effectivement la commande qui a été passée au service. Parce qu'on connaît le poids général de l'artisanat. On sait qu'on a maintenant presque 20 000 entreprises, 45 000 personnes qui vivent de l'artisanat, 15 000 salariés, 500 apprentis, qu'on pèse peut-être 20% du PIB de la Guadeloupe. Mais au-delà, il faut qu'on aille effectivement sur des indicateurs plus précis, secteur par secteur, savoir quel est le chiffre d'affaires généré dans le secteur de la couture, combien les artisans versent en impôts, en cotisations sociales. Et donc, nous avons ce projet-là, puisque effectivement, pour mieux faire connaître notre poids et entendre notre voix, c'est indispensable. Et mon rôle au niveau du SNEC, j'en ai discuté avec le président Vainqueur, ce sera de faire une première expertise, je dirais presque à la louche, de la situation de la dette sociale des artisans, pas encore des commerçants, des artisans, pour que le président Vainqueur puisse mettre en place pour actionner une politique particulière pas forcément d'aide, mais déjà de compréhension, et savoir sur quel levier actionner. Et lui-même pourra même défendre ce dossier-là dans les ministères qu'il faut, parce que nous avons un problème de cotisation sociale au niveau de l'artisanat qui est terrible. Oui, je vous le dis, c'est terrible. On en a déjà parlé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, vas-y, Edith. Alors, juste pour dire que, c'est vrai que la population guadeloupéenne est tenue en otage, ainsi que les chefs d'entreprise, mais peut-être que les grévistes auraient dû la faire à l'envers. Se dire, pendant la durée de la grève, vous ne serez pas facturé. Là, peut-être que ça nous aurait donné un coup de main. Mais en nous prenant en otage comme ça ne... Et peut-être même qu'ils auraient eu des résultats plus rapides. Ils auraient eu des résultats plus rapides en disant, tant que les jours de grève vont durer, vous ne serez pas facturé en électricité. Que ce soit la population, que ce soit les entreprises. Tout le monde travaille et personne ne perd de chiffre d'affaires. Donc, c'est ce que je lance comme appel. Faisons-le à l'envers. Et comme ça, on verra, la grève va se terminer très rapidement et nous aurons gain de cause, nous, les chefs d'entreprise. Alors, chère Edith, je vais te dire, là, tu t'attaques à l'État. Non, c'est une idée. Moi, c'est pas... L'État ne refusera jamais, n'acceptera jamais de ne pas payer, et au contraire, il va vous dire de payer. Alors, ça peut être une idée parmi d'autres. C'est une bonne idée. Mais moi, je vois très mal l'État dire il n'y a pas de problème, j'accepte que les personnes ne payent pas la facture. Au contraire, même maintenant, là, il y a des problèmes d'eau, puisqu'il y a des problèmes d'eau dans les entreprises. Et quand il n'y a pas d'eau dans l'entreprise, l'entreprise, elle ne fonctionne pas. Et c'est pas pour autant qu'on ne reçoit pas deux factures. La facture d'avant le SMGEAG et la facture après SMGEAG. Et donc, voilà, il y a des problèmes. Maintenant, ce que je voudrais dire à mes adhérents déjà, et puis dans l'ensemble des chefs d'entreprise, commerce et artisanat, c'est que n'oubliez pas que vous avez votre déclaration trimestrielle à faire aux URSSAF. Il faut justement calculer, bien quantifier et qualifier les jours de grève où vous n'avez pas eu d'activité
activité et transmettre cette information aux URSSAF parce que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas de recettes. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais il faut faire la démarche, au moins pour que les URSSAF puissent avoir cette information. Alors, rapidement, parce qu'après, il y a l'émission politique, il me semble. Oui, moi, j'avais ajouté un mot, notamment pour, je dirais, et les artisans boulangers. C'est ensemble qu'on est fort, ensemble qu'on avance, ensemble qu'on va gagner. Je fais un appel vers mes artisans et collègues et boulangers confrères de venir nous rejoindre le syndicat, de se mettre, on a toujours fonctionné ensemble, de se mettre encore plus fort, qu'on puisse avancer. Je leur donne mon portable parce qu'il y a ce que nous perdu. C'est le 06 90 55 56 82. C'est un appel, c'est un appel solennel qu'il fasse l'effort nécessaire, qu'on puisse se renforcer encore pour qu'on puisse aller, parce qu'on a des marches économiques qu'on peut mettre ensemble, qu'on va faire bouger, tirer un coup de pied sérieux dans la fourmilière. D'accord. Allez-y. Moi, ce que je dirais, s'agissant de la grève, on a observé que les partis sont revenus à la table des négociations, que depuis avant-hier, deux moteurs ont redémarré dans la centrale, donc les choses vont en s'améliorant. J'espère que à la fois du côté salarié que du côté employeur, ils sauront trouver la solution pour que les entreprises n'en pâtissent pas à nouveau de ces difficultés. Déjà que c'était de ne pas faire de délestage. Exactement, tout à fait. Voilà, donc moi je vais rendre l'antenne. Au niveau de la Chambre, n'hésitez pas à m'appeler pour ce que vous mettez en place par secteur d'activité, comme ça on va en parler. Moi de mon côté, j'appelle le gouvernement là pour faire un point. Mais c'est avec on les a déjà eus en émission. Pour les budgets, pour cette histoire de fonds, savoir où ça en est cette histoire de fonds mondial pour aider les entrepreneurs à aller vers la transition écologique. Merci à tous de nous avoir suivis et normalement, si tout se passe bien, vous me reverrez sans doute pas demain. Donc à la prochaine. On reprendra. Je retourne en vacances. Merci à tous. Au revoir. Merci bien. C'est gentil, Kélo.